À la une ce soir, Forum africain sur la finance islamique. En première ligne cette année, l'intégration du secteur privé africain, en plus du public déjà bénéficiaire. La rencontre s'est ouverte ce lundi matin et elle prend fin demain mardi. L'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, ONUCI, est en fin de mandat après 13 années dans le pays. Avant le départ définitif, l'ONUCI transfère ses activités au gouvernement ivoirien et à l'équipe pays des Nations Unies. Coopération sino-ivoirienne dans le secteur de l'éducation. La Chine finance pour 14 milliards de nos francs la construction de 4 lycées ultramodernes. Le tout premier va sortir de terre dans la commune de Grand-Bassam. Bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour le 20h de ce lundi 17 octobre. Vous êtes sur RTI 1. Le Forum africain sur la finance islamique s'est ouvert ce matin à Abidjan, la capitale économique ivoirienne. Pour cette deuxième édition, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan est revenu sur la nécessité pour le secteur privé de bénéficier de cette importante niche de financement, surtout dans un contexte de raréfaction des ressources et aussi de durcissement des conditions d'accès au crédit. Lanciné Bakayoko et Jean-Jacques Kwame. Cette deuxième édition du Forum africain sur la finance islamique est un rendez-vous de plus de 300 experts pour mieux comprendre les enjeux de ce nouvel instrument de financement des économies africaines et surtout les domaines d'intervention. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, tous les secteurs sont concernés, notamment l'eau et l'assainissement, le transport, les infrastructures économiques, l'éducation, la santé, la formation, l'agriculture, la finance. La finance islamique prend ainsi le pari de se poser en alternative crédible ou du moins en complément aux institutions classiques de financement. Problème, les ressources de cette finance islamique ont jusque-là été orientées vers le public. Aujourd'hui, il s'agit donc d'élargir son champ d'action au secteur privé. Les opportunités de financement du secteur privé sont nombreuses. En Côte d'Ivoire, la contribution attendue du secteur privé au financement du Plan national de développement 2016-2020 est de 18 000 milliards de francs CFA sur les 30 000 milliards attendus. Le gouvernement de Côte d'Ivoire veut maintenir sa forte croissance, d'où les réformes structurelles engagées qui sont destinées à garantir un environnement des affaires attractif pour les PME, mais également pour d'autres projets porteurs. Ces projets nécessitent des financements conséquents et innovants, outre le renforcement, bien sûr, de la coopération avec les partenaires bilatéraux et multilatéraux traditionnels. Vous comprenez toute notre satisfaction d'accueillir, pour une seconde fois, cette rencontre de haut niveau destinée à accélérer le développement de la finance islamique en Afrique subsaharienne. La Côte d'Ivoire a déjà récolté 150 milliards de francs CFA sur le marché de la finance islamique en 2016. Au titre de l'année budgétaire 2017, le pays devrait procéder à un autre emprunt du même montant. Le mandat de l'opération des Nations Unies prend fin après 13 années de présence en Côte d'Ivoire. En attendant de quitter définitivement le pays, l'ONUCI a transféré ses activités au gouvernement ivoirien et à l'équipe pays des Nations Unies, à Boussanogo. Une signature suivie de la remise officielle du plan de transfert des activités de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire au gouvernement ivoirien et à l'équipe pays des Nations Unies. Ces deux actes marquent la fin du mandat de l'ONUCI après 13 années de présence sur le territoire ivoirien. Cela en application de la résolution 2284 du 28 avril 2016 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui a fixé la fin de son mandat au 30 juin 2017. Cette résolution salue les progrès accomplis par la Côte d'Ivoire sur la voie de la paix depuis la fin de la crise post-électorale de 2010 à 2011. À la suite du départ de l'ONUCI, le Conseil de sécurité recommande que l'équipe pays des Nations Unies, les agences, fonds et programmes des Nations Unies continuent à accompagner le gouvernement et le peuple ivoirien dans la pérennisation des acquis en matière de paix et de stabilité. C'est dans cette perspective que nous avons travaillé étroitement avec le gouvernement, l'équipe pays et les autres partenaires pour définir un processus de transition durable. Le retrait prochain de l'ONUCI, la Côte d'Ivoire, s'inscrit dans une stratégie globale de reconfiguration des opérations de maintien de la paix des Nations Unies en Afrique de l'Ouest. Si nous pouvons et devons tirer une légitime fierté de ce qui a été accompli en ce laps de temps, force aussi est de reconnaître
que le mérite du résultat accompli revient d'abord et avant tout aux acteurs et au peuple ivoirien. Le chef du gouvernement, pour sa part, salue l'apport de l'ONUCI dans le retour de la paix et de la réconciliation en Côte d'Ivoire. Grâce à l'intervention et à l'accompagnement efficace de l'ONUCI, avec le soutien des autres partenaires bilatéraux et multilatéraux, la Côte d'Ivoire a renoué avec la paix et la stabilité, préalable indispensable à son développement. La Côte d'Ivoire, sous la haute égide du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, est sortie de la situation de crise. Elle s'est stabilisée avec la forte adhésion du peuple ivoirien sur le chemin de son développement. Il est prévu un processus de rétrocession des sites occupés par l'ONUCI. Deuxième célébration de la Journée internationale de lutte contre la pauvreté. La Banque mondiale met cette année l'accent sur la contribution de l'agriculture à la réduction de la pauvreté en Afrique. En Côte d'Ivoire, les femmes et les jeunes sont en première ligne. Justine Saïdjiké. Selon une nouvelle étude de la Banque mondiale sur la pauvreté et la prospérité partagée, dans 60 des 83 pays couverts par ce nouveau rapport, le revenu des 40% les plus pauvres de la population a augmenté entre 2008 et 2013. Cependant, dans 34 des 84 pays analysés, les écarts se sont creusés avec une hausse plus rapide des revenus des 60% les plus riches que pour les 40% les plus pauvres. Raison pour laquelle le groupe de la Banque mondiale s'est fixé pour double objectif mettre fin à l'extrême pauvreté et promouvoir une prospérité partagée d'ici 2030. Message livré aux femmes et aux jeunes au cours de la deuxième célébration de la Journée internationale de lutte contre la pauvreté, communément appelée End Poverty Day. L'objectif de cette journée est de permettre à chaque acteur du développement, à chaque citoyen, quelle que soit sa condition sociale et la zone géographique dans laquelle il vit, de comprendre une chose. C'est possible ensemble, mettons fin à l'extrême pauvreté. C'est l'occasion pour ces dernières de partager leur combat quotidien contre la pauvreté. On a beaucoup envie de travailler, mais les moyens nous manquent. C'est difficile. Moi, par exemple, j'ai une cave. Et depuis 5 ans, je n'arrive pas à terminer la cave. J'ai besoin de tôle et puis des plafonds. Je fais de la tchéké. Je suis à Bengo. En ce moment, j'ai besoin d'un congélateur et puis un peu de moyens pour approfondir mon commerce. La journée cette année met l'accent sur la contribution de l'agriculture à la réduction de la pauvreté pour la région Afrique. Elle a été célébrée pour la première fois le 17 octobre 2015 à Accra, au Ghana. Journée mondiale de l'alimentation hier dimanche. Pour cette date symbolique, la ministre de la Communication a offert des vivres aux populations des 2 plateaux Extension et à l'organisation religieuse Caritas Côte d'Ivoire. Franck Wadio. Avec les dernières pluies, la palette de choix de denrées alimentaires se diversifie au grand plaisir de ces dames qui jugent les coûts abordables. Nous sommes dans la saison de pluie là, donc il y a aubergine sur le marché et puis il y a la tomate aussi. Des produits à moindre coût, c'est hélas encore un luxe pour une frange de la population vivant en dessous du seuil de pauvreté. Les Nations Unies, à travers l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture FAO, en instituant depuis 1979 une journée pour l'alimentation, veulent entre autres raisons inciter à l'accès de tous à une alimentation saine. À Cocody, Maître Afoussiata Bambalamine veut impulser l'action citoyenne. Une délégation est dépêchée à la rencontre des populations démunies des 2 plateaux Extension. Elles reçoivent des cartons et des sacs de vivres. Quelques instants plus tôt, la donatrice était à Cocody Angré dans les locaux de l'association caritative religieuse Caritas Côte d'Ivoire. Objectif, faire encore des dons de vivres aux démunis. Des dons constitués pour l'essentiel de produits alimentaires. Il n'y a pas que les ministères, il n'y a pas que l'État qui peut apporter sa contribution au bien-être et à l'épanouissement des populations, mais chacun peut jouer son rôle. Et en tant que citoyenne, la première des choses à faire, c'est de partager. La Bible nous l'enseigne, le Saint-Coran nous l'enseigne également. Quand on a la main sur le cœur, on partage toujours. Et c'est ce à quoi nous invitent les livres saints. Et nous leur disons encore merci. Journée de l'alimentation suivie le 17 octobre de celle consacrée au refus de la misère. Les communautés dans leur ensemble sont invitées à travailler pour éliminer la faim dans le monde. Le 30 octobre prochain, par la voie des urnes,
Les Ivoiriens vont décider si oui ou non ils veulent entrer dans une troisième république. Le projet de nouvelle constitution ivoirienne, c'est de cela que nous parlons maintenant. Le projet de nouvelle constitution ne fait pas l'unanimité en Côte d'Ivoire. Des partis politiques de l'opposition notamment se disent formellement contre. Kouadio Konan Siméon n'approuve pas la période et Afin Guessan, lui, demande aux populations de plutôt se concentrer sur les élections législatives de décembre prochain. Pascal Afin Guessan déplore l'adoption du projet de loi portant nouvelle constitution par les parlementaires. Le FPI et les partis membres de l'Alliance des forces démocratiques estiment à l'heure actuelle qu'ils ont été ignorés dès le départ, que cette constitution en définitive n'en est pas une, que le référendum qui est envisagé n'en est pas un. Afin Guessan lance le message de l'Alliance. Nous appelons tous nos militants, tous nos compatriotes qui croient dans le combat que nous menons, à ne pas se sentir concernés par ce qui va se passer le 30 octobre 2016. Le président du FPI donne rendez-vous aux Ivoiriens pour les prochaines législatives. C'est là, martèle-t-il, que les populations doivent se faire entendre. Ni le fond ni la forme du projet de constitution ne dérangent le parti IPP, Initiative pour la paix. Pour son président Konan Kouadio Siméon dit KKS, le moment n'est tout simplement pas opportun. Nouvelle constitution, d'accord, mais la réconciliation nationale d'abord. C'est ça l'ordre normal. Je suis donc contre, mais alors là, absolument contre le fait de vouloir passer à une nouvelle république dans le contexte actuel. Pour faire barrage à ce projet adopté à 239 voix sur 249 députés, la mise en place d'une plateforme politique de concertation et d'action est à l'ordre du jour. Une campagne du non s'annonce pour les jours à venir et le parti IPP entend le faire peser lors du référendum du 30 octobre. Et c'est tout le contraire au sein du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, et du RHDP, Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. Eux sillonnent le pays pour informer et sensibiliser les Ivoiriens sur le bien fondé de l'adoption du nouveau texte constitutionnel. 3 communications pour convaincre le département d'Aboisseau à faire le choix du oui lors du prochain référendum. La première, présentée par Jérémy Mbouan, cadre du PDCI, a porté sur les enjeux du projet de la dite constitution. À sa suite, le ministre Jean-Claude Brou rassure, cette nouvelle constitution porte une vision, celle de la stabilité. La vision, vous la connaissez, c'est d'atteindre en 2020 l'émergence et d'aller beaucoup plus loin pour le bien-être de notre pays. Aka Aoulé, vice-président de l'Assemblée nationale, par ailleurs député des sous-préfectures d'Aboisseau et de Maféré, a appelé, lui, les populations de la région à se mobiliser massivement pour le oui. Les articles 35, 36, 37 du projet de constitution semblent faire l'affaire des femmes. Parité hommes-femmes, représentativité des femmes dans les assemblées élues sont prises en compte dans le projet. Et les femmes du RHDP y adhèrent. Les femmes du RHDP invitent nos mères, nos sœurs, nos filles et au-delà toute la population de Côte d'Ivoire à une mobilisation exceptionnelle pour un vote populaire et massif du oui. Les femmes du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix entendent faire la promotion du oui lors de la campagne référendaire prévue s'ouvrir le 22 octobre prochain. Investir le terrain, parcourir les campagnes et hameaux les plus reculés pour porter un message, celui du oui à la nouvelle constitution. C'est la mission fixée par le Monasco RHDP à ses coordonnateurs. Des coordonnateurs qui n'ont pas caché leur engagement à mener à bien cette mission qui leur est confiée. Pour Philippe Legret, le président du Monasco RHDP, il n'y aura pas de repos avant la grande échéance du 30 octobre prochain. Le mouvement national de soutien à la candidature unique, qui est un mouvement de combat,
eh bien, est en mission pour arracher le oui avec un taux écrasant. Plus que des mots, des gestes qui ont valeur de symbole, le oui marqué en gras et brandi à l'unisson, comme pour dire que le message a bien été perçu. Voilà pour la Troisième République en question. Intéressons-nous maintenant au taux d'électrification sur le continent. En 2008, il n'était que de 66%. Près de 600 millions de personnes n'avaient pas accès à l'électricité. Et les choses ne s'arrangent pas, puisque des experts en énergie indiquent qu'en 2030, ce sera plus d'1 milliard de personnes qui auront difficilement accès à l'électricité à cause d'une baisse de la production. Pour arriver à inverser cette tendance, une formation sur le capital humain et sur le leadership est initiée à Abidjan par le réseau africain des centres d'excellence en électricité. Francis Boifo. Dans le domaine de l'énergie, les experts indiquent que le premier intrant de production reste les ressources humaines. Malheureusement, l'Afrique n'en dispose pas suffisamment au regard des besoins actuels en énergie. Au fil des années, les compétences sont en extinction. Ça veut dire que les cadres pointus ou techniciens de haut niveau qui sont enseignés dans les sociétés ne sont pas remplacés. La formation professionnelle n'est plus celle qu'elle était avant. Donc, il y a un réel problème de ressources humaines. Conséquence, les sociétés d'électricité africaines ont souvent recours à la main-d'œuvre étrangère. C'est pour permettre à ces entreprises de disposer de ressources humaines prêtes à toute éventualité que se tient cet atelier à l'attention des directeurs des ressources humaines. Nous allons leur enseigner la méthode de prévision pour que tout le monde soit mis au même niveau d'information. Parce que vous savez aussi qu'il y a des transformations technologiques. Certaines sociétés sont en train de passer de l'analogique au numérique et les cadres anciens ne sont pas toujours adaptés. Cette formation sur le leadership et le capital humain en Afrique prendra fin le 19 octobre prochain. L'accès à l'eau potable est un besoin vital dans de nombreux pays du tiers-monde, notamment sur le continent africain. Le ministre des Infrastructures économiques et l'Union européenne ont initié une rencontre. Il s'agit de valider des projets de politique sectorielle de l'eau potable ici en Côte d'Ivoire. Herman Guivet. De l'eau potable pour les populations urbaines et rurales, priorité des priorités pour le gouvernement, priorité des priorités pour le ministère des Infrastructures économiques et ses partenaires de l'Union européenne. Courant année 2000, des réformes significatives sont entreprises dans le secteur de l'eau potable. Si ces réformes institutionnelles ont permis de donner une meilleure orientation des différents acteurs, il faut cependant noter que le secteur de l'eau potable ne dispose pas à ce jour de documents de référence performants pour accompagner la mise en œuvre optimale de ces réformes. Le cœur de cible, le milieu rural. D'énormes efforts ont été faits dans le secteur urbain, non seulement à Abidjan, mais dans les grandes villes de l'intérieur. Le secteur rural est une des préoccupations majeures avec naturellement les quartiers périurbains de la ville d'Abidjan qui sont assimilables pour certains d'entre eux à de l'accès à l'eau potable en milieu rural. Cet atelier se veut être d'une grande importance pour notre ministère car il va enfin ouvrir la voie à des réflexions qui doivent nous permettre de consolider des acquis, mais surtout de constituer un cadre propice à l'attrait de nombreux bailleurs de fonds pour lesquels l'existence d'un document de politique sectorielle est une priorité et un préalable à toute intervention. Un document de politique sectorielle de l'eau potable en Côte d'Ivoire, issu des différents projets de texte étudiés, amendés et consolidés au niveau des différentes structures du ministère des Infrastructures économiques, soumis aux acteurs du service public de l'eau potable pour validation. Après l'eau, le besoin principal reste la nourriture. Un autre mal qui mine le continent africain, c'est la malnutrition. Pour en venir à bout, 7 milliards de dollars, soit plus de 4 000 milliards de francs CFA sont nécessaires chaque année sur une période de 10 ans. C'est le montant que des dirigeants africains veulent mobiliser. Ils ont lancé l'initiative à Abidjan. Noagnagno. La malnutrition, une menace pour l'Afrique, et pour cause. L'Afrique perd 11% de PIB chaque année à cause de sous-nutrition. Dans un monde où il y a l'industrialisation, la quatrième industrialisation,
On parle aujourd'hui du fait que nous avons 28 millions d'enfants qui sont sous-développés à cause de malnutrition. Ce n'est pas acceptable. Ces dirigeants africains, Akivomi Adesina, président du groupe de la BAD, John Kufuor, ex-président du Ghana, Kofi Annan, ex-secrétaire général de l'ONU, Aliko Dangote, le richissime Nigérian, pour ne citer que ceux-là, veulent venir à bout de ce fléau qui menace l'Afrique dans ce qu'elle a de plus précieux, son avenir, parce que le retard de croissance des enfants d'aujourd'hui mènera au retard de croissance économique de demain. Une solution, repenser l'agriculture dans toutes ses dimensions. Nous pensons que pour résoudre ces problèmes, il faut augmenter la productivité dans le secteur agricole. Il faut renforcer le niveau de financement dans le secteur, mais pas seulement par le secteur public. L'agriculture doit être prise comme une business. Donc, le secteur privé doit jouer un rôle très critique pour ce financement. Voilà qui explique l'initiative Les dirigeants africains pour la nutrition, portée sur les fonds baptismaux ce jour dans les locaux de la BAD. Cette initiative va nécessiter la mobilisation tous les ans de 7 milliards de dollars, soit 3 500 milliards de francs CFA sur 10 ans contre un coût de l'inaction qui est de l'ordre de 12 500 milliards de francs CFA. L'agriculture pour lutter contre la malnutrition, une gestion durable des terres et une adaptation au changement climatique dans le Sahel et en Afrique de l'Ouest. Une rencontre a eu lieu pour faire un point d'un projet exécuté en la matière sous la supervision de l'ANADER et financé par l'Union européenne. Le reportage de Kwadio Kwame. Le programme régional de gestion durable des terres et d'adaptation au changement climatique dans le Sahel et en Afrique de l'Ouest PRGTD s'inscrit dans une approche régionale de la problématique de gestion durable des terres et de changement climatique. Il vise à créer les conditions techniques, politiques, stratégiques pour une gestion durable des terres et une réduction de la vulnérabilité des populations du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest au changement climatique. Au terme de 2 ans d'exécution du projet, un atelier bilan a réuni les acteurs pour des échanges d'expériences, valoriser et vulgariser les pratiques. Ce projet a permis de restaurer des sols qu'on ne pouvait plus utiliser sur le plan agricole. Aujourd'hui, les populations, avec le renforcement des capacités, des techniques apprises, vont leur permettre d'appliquer les mêmes techniques sur des sols vraiment qui n'ont pas été couverts par le projet. Des propositions d'action priorisées et formulées en termes de projets. Projet de développement de maraîchage de contre-saison à l'aide de forages et d'un système de pompage par énergie solaire à Kafigué. Projet d'agroforesterie à Zagitaka, Sénoufo, dans la commune de Korogo. Ces propositions viennent répondre aux préoccupations des populations de la commune dont l'activité principale de production de richesses demeure de l'agriculture à l'instar de toute la Côte d'Ivoire, où le secteur agricole représente 33% du produit intérieur brut, 75% des recettes d'exportation et emploie 67% de la population active. Plateforme d'échange institutionnel des écoles et instituts de formation de services publics des pays de l'Afrique du Nord, du Moyen-Orient et de l'Europe ayant en partage la Méditerranée, la Côte d'Ivoire y est pour s'inspirer de ce modèle pour la mise en place d'une structure semblable dans l'espace CEDEAO. Mamadou Kwasi. Quelle administration publique pour le développement durable dans l'espace de la Méditerranée malgré la fragilité? Une interrogation qui réunit 29 écoles de formation membres de la GIFT-MENA, le réseau des écoles et instituts de formation de la fonction publique d'Europe, du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, et en partage la Méditerranée. L'idée, c'est améliorer la capacité des écoles du service public à être des acteurs confirmés pour la modernisation de l'État et la modernisation surtout de la gestion du capital compétences de l'État. Invités spéciaux de cette assise, la Côte d'Ivoire et le Sénégal, le ministre Pascal Kokou-Abinan a partagé l'expérience de la Côte d'Ivoire dans la gestion de l'administration publique. Le ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration a souhaité la création d'un réseau à l'image de la GIFT-MENA dans l'espace CEDEAO, avec pour siège Abidjan. Une organisation qui doit regrouper les écoles de formation des services publics. L'ENA de Côte d'Ivoire
prendra l'initiative pour réunir les différents instituts de formation de la CEDEAO et pour que la Côte d'Ivoire conduise donc ces réseaux. Et à partir de ce moment-là seulement, on peut penser à une coopération avec le GIFT-MENA et créer donc l'intégration. GIFT-MENA est une plateforme d'échange institutionnel entre décideurs, acteurs de développement et les opérateurs de formation sur les thématiques de gouvernance, de performance et de valorisation du capital humain dans la fonction publique. Elle regroupe aujourd'hui 60 écoles et instituts de formation et services publics. La Chine a octroyé à la Côte d'Ivoire un financement de 14 milliards de nos francs, un don qui va servir à la construction de 4 lycées ultramodernes, dont le premier dans la commune de Grand-Bassam. Grâce Kando. Bientôt, un lycée d'excellence ultramoderne à Grand-Bassam. Cet établissement fait partie des 4 lycées de ce type qui seront construits et financés sous forme de dons par l'État chinois. Coût 14 milliards de francs CFA. Ces lycées vont contribuer à l'extension de l'offre éducative. Celui de Grand-Bassam, d'une capacité de 1000 élèves, sera bâti sur une superficie de 14 700 mètres carrés. Avec la mise en service de ce projet, la coopération bilatérale dans le secteur de l'éducation sera renforcée davantage. L'État de la Côte d'Ivoire va former plus d'élites, tellement requis pour le développement du pays. Nous nous souviendrons et nous trouverons à chaque enfant qui réussira dans ce lycée une occasion de rendre hommage à ce grand pays frère, à la tradition multiséculaire qui sait valoriser l'homme. Les lycées d'excellence, dont le premier sera livré à Grand-Bassam, nous aidera à atteindre notre objectif essentiel d'extension de l'offre éducative dans notre pays. La coopération sino-ivoirienne dans le secteur de l'éducation a permis la réhabilitation de 2 lycées à Anyama et à Touba. La ministre de l'Éducation nationale, Kandia Camara, a traduit la reconnaissance du gouvernement ivoirien au peuple chinois. Toutes ces réalisations s'inscrivent dans la politique de mise en œuvre de la réussite pour tous dans un système éducatif de qualité en Côte d'Ivoire. Lutte contre la cybercriminalité, l'État ivoirien dispose désormais de moyens conséquents. Le ministre de l'économie numérique et de la Poste l'a annoncé ce matin. Bruno Nabagné-Koné a également invité les entreprises de transfert d'argent et de colis à s'adresser à l'autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire, ARTCI, sous peine de voir leurs activités suspendues. Francis Boifo. Nous évoquerons la réponse du ministre de l'économie numérique et de la Poste sur la cybercriminalité à tout d'une mise en garde. Aujourd'hui, on ne peut plus se livrer à cette activité-là impunément. Les dispositions sont prises à la fois par nos services et par les services de police. Les jeunes, principalement, nous essayons de leur dire que ce n'est plus une voie aujourd'hui pour gagner de l'argent. Si des jeunes ont des compétences, nous les appelons à nous rejoindre dans le secteur. L'État encourage l'utilisation d'Internet dans le cadre professionnel. Des projets d'accès au haut débit sont en cours pour atteindre 90% de taux de couverture dans les mois à venir. Avoir une diversité de l'offre, diversité qui doit conduire vers une baisse des prix. Avant la fin de cette année, en ce qui concerne le coût de l'Internet de gros et le coût de l'Internet de détail. Dans le domaine des colis et paquets, de nouvelles dispositions ont été prises pour réguler l'activité postale. C'est une loi qui permet à tous ceux qui s'adonnent à une activité postale, c'est-à-dire qui transportent du courrier, qui livrent du courrier, qui transportent de l'argent, qui livrent de l'argent, etc., nous leur demandons de s'adresser à l'autorité de régulation qui est l'ARTCI pour s'immatriculer. Sinon, bientôt, ils ne pourront plus exercer cette activité-là. Concernant les activités de téléphonie mobile, un accent est mis sur le mobile money. Désormais, c'est 20 milliards de francs CFA de transactions journalières avec 25 millions d'abonnés au mobile contre 16 millions en 2012. Bruno Nabagné-Koné souhaite un taux d'inclusion financière de 40% les années à venir contre 15% en 2015. Il s'est félicité des avancées enregistrées dans le secteur de la téléphonie et des efforts consentis par le gouvernement pour redonner une image plus reluisante à la Poste de Côte d'Ivoire face au TIC.
Au Soudan du Sud, 56 morts dans les rangs des insurgés, tous âgés de 13 à 18 ans. L'armée, elle a perdu 4 combattants et 20 ont été blessés. Bilan de violents combats ce week-end près de la ville de Malakal. Des insurgés ont attaqué les forces gouvernementales qui ont réussi à tenir leur position. Elles ont saisi près de 200 pièces d'armement, dont des lance-grenades et des mitrailleuses. Voilà, merci de nous avoir suivis et excellente fin de soirée à vous sur RTI 1.